Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. La volonté de supprimer le certificat de fin d'études élémentaires à CEE reste un débat grandissant au sein de l'opinion publique guinéenne. Le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation rassure que rien n'est encore décidé sur la question. Mohamed Ansa Diawara précise dans une interview accordée à notre rédaction qu'une commission est mise en place à cet effet pour recueillir les avis de tous les acteurs du processus. Vous l'entendrez au début du journal. Et puis, pendant cette saison pluvieuse où les inondations sont récurrentes, les populations sont exposées à des risques de maladies tels que le choléra, le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Ce sont des cas qui viennent s'ajouter aux morts, aux dégâts matériels, aux disparitions ou encore aux changements forcés de localité des populations. Dans ce journal, vous suivrez l'intervention d'un spécialiste qui alerte sur les risques et les mesures à adopter. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis plusieurs jours, la sortie du ministre de l'Éducation sur la volonté de supprimer ou non l'examen d'entrée en 7e année alimente les débats au sein de l'opinion publique guinéenne. Le sujet est diversement partagé entre les citoyens, acteurs de l'éducation, les politiques et la société civile. Le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a apporté des précisions sur le sujet. Dans une interview accordée à notre rédaction, Mohamed Ansa Diawara rassure que la décision n'est pas encore prise. Plus de détails avec Bangali Kamara et Ansou Bailo Baldé. Le certificat de fin d'études élémentaires CEE est le diplôme obtenu par l'élève après 6 années d'études primaires pour accéder au secondaire. Mais depuis plusieurs jours, le débat est animé au sein de l'opinion publique pour comprendre si oui ou non il faut supprimer cet examen. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, l'on parle d'une volonté émise par le département pour recueillir les avis des uns et des autres. Bien, il faut rappeler déjà que cette volonté de suppression du CEE n'est pas née aujourd'hui. Cette initiative a été discutée il y a longtemps, chaque fois on en discute. Aujourd'hui, notre ministre, son Excellence Jean-Paul Sedi, a pris à bras le corps cette initiative, pas pour la réaliser tout de suite, mais pour la mettre au débat, pour la mettre à réflexion, pour que chacun de nous, tous les acteurs, je dis bien, même vous les journalistes, vous avez votre mot à dire, les parents, tout le monde, tous les acteurs sont invités à dire leur mot. Est-ce que la suppression, elle est bonne ou non, le pour ou le contre? Poursuivant, Mohamed Ansa Diawara rassure qu'une commission de réflexion est déjà mise en place au sein du département. Donc aujourd'hui, le sujet à réflexion, et à cet effet d'ailleurs, le ministre a mis une commission de travail qui est en train de requérir tous les avis pour qu'en fin de compte, on puisse se prononcer. Est-ce qu'il est profitable de supprimer le CEE ou bien il n'est pas profitable de supprimer, et comme ça, en fin de compte, une décision sera prise. Mais il faut dire à tout le monde, parce que partout on entend, oui, le CEE, on a supprimé. On n'a pas supprimé d'abord le CEE. C'est une initiative qui est mise à débat. Supprimer le CEE est une question en suspens et le débat reste ouvert. En attendant les conclusions de la commission et la décision finale des autorités, élèves, parents, enseignants et les autres, chacun donne son avis sur le sujet. Jusqu'au mois de décembre 2025, le sujet est mis en débat, précise Mohamed Ansa Diawara. Une délégation du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a rencontré ce jeudi 10 juillet les responsables de la Confédération générale des entreprises de Guinée. La réunion s'est tenue au siège du patronat guinéen avec pour objectif de jeter les bases d'une collaboration autour d'un projet dédié à la diaspora. Djibabari et Ousmane Kamara. Lancé en juin 2022, le programme cadre d'appui à la diplomatie économique et à la coopération internationale est actuellement en phase de collecte de données statistiques. Selon Kingoma Kamara,
Coordinateur du dit programme au sein du ministère des Affaires étrangères, ce projet vise à renforcer les liens entre les acteurs économiques guinéens et les Guinéens de l'étranger, tout en soutenant l'intelligence stratégique du pays sur la scène internationale. Un des piliers de ce programme consiste à améliorer la contribution de la diaspora pour le développement socio-économique du pays. Donc pour y arriver, nous avons pensé à la création, à la mise en place déjà d'un projet de profilage qui consiste à identifier des compétences guinéennes établies à l'étranger, mais aussi des entreprises guinéennes à l'étranger, pour les mettre en relation avec notre administration publique et les entreprises privées qui se trouvent en République de Guinée. Pour y parvenir, nous sommes déjà sur la phase primaire qu'on appelle la collecte d'informations. Aujourd'hui, on est avec le patronat qui est un partenaire indispensable pour la réalisation des activités traitant des questions de la diaspora, qui dispose non seulement de l'expertise, des compétences, mais aussi des cas illustratifs qui ont vécu déjà, qui ont passé tout leur temps à la diaspora et qui ont transporté leur expertise aujourd'hui et leurs moyens pour investir dans notre pays, ce qui contribue au développement socio-économique de la Guinée. Donc au terme des échanges, on a constaté que vraiment ils ont fait douter non seulement des acquis, mais aussi de l'expérience que nous pouvons exploiter en bon escient. Après avoir remercié la mission du ministère des Affaires étrangères, le vice-président en charge du patronat public et du dialogue social du patronat guinéen a exprimé le plein soutien de la CGGI, Ismaël Keita. Je félicite le ministre des Affaires étrangères et son équipe qu'il a envoyée avec le coordinateur du PRODIC pour venir faire une prise de contact avec le patronat guinéen afin de discuter des voies et moyens pour encourager les Guinéens de l'étranger à venir s'investir dans notre pays ici. Donc nous soutenons cette démarche et avec déjà l'accord tripartite que nous avons signé, nous allons travailler étroitement avec eux afin qu'on puisse arriver à ces objectifs qui ont été exposés ici par le coordinateur. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement du dialogue public-privé entre les Guinéens de l'étranger et le gouvernement dans le but de favoriser une économie plus dynamique et inclusive, déclare la CGGI. Dans le même sillage, les acteurs du secteur minier poursuivent leurs efforts pour un dialogue social plus structuré. Ce vendredi, l'administrateur général de l'AGB de AGIC a reçu une délégation de la FEPAMGI, objectif à promouvoir la signature de la convention collective des mines, carrières et industries, un pas de plus vers l'harmonisation des relations professionnelles dans le secteur. Reportage Germaine Mansaré et Ousmane Kamara. Ahmed Kanté, administrateur général d'AGB2A, a reçu une délégation de la Fédération patronale des Guinéens du secteur minier, la FEPAMGI, une rencontre tenue dans le cadre de la signature de la convention collective pour les mines, carrières et industries. À l'issue de ces échanges, Ahmed Kanté s'est dit satisfait de la rencontre. C'est un sentiment de satisfaction et un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de M. Ansoumane Kaba, le président de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Et cela pourquoi? Il nous avait préalablement investi de la mission de signature de la convention collective pour les mines, carrières et industries associées. Nous avons pu mener, avec son soutien, cette mission à son terme. Et à date, ce secteur d'activité a bénéficié de sa convention collective assortie à la grille salariale. Alors, il s'agit maintenant de le faire pour les 25 autres secteurs d'activité. Pour le vice-président du patronat guinéen, Ismaël Keita, cette réunion stratégique s'inscrit dans une volonté de collaboration conformément aux orientations du président du patronat. Aujourd'hui était cette première réunion et il s'agit d'identifier les différentes fédérations, celles qui sont organisées
a priori et celles qui sont en cours d'organisation, afin qu'on arrive à les doter, chacune de ces fédérations, des conventions collectives et conformément aux accords tripartites aussi qui ont été signés entre le patronat, le gouvernement et le mouvement syndical. Donc, en même temps aussi, le patronat guinéen a été très honoré de visiter le siège de la FEPAMGUI. Et il faut se dire que nous avons été émerveillés et nous sommes très fiers aujourd'hui d'annoncer que la FEPAMGUI et sa direction a fait un très bon travail. Et nous les félicitons et nous les encourageons à continuer dans ce sens. Cette rencontre marque un tournant décisif pour les employeurs du secteur minier guinéen. Elle ouvre la voie aux négociations plus inclusives et mieux encadrées. Après la réunion, la délégation a visité les locaux de l'AG2B à Zik. Comme annoncé en titre, en Guinée, les inondations sont récurrentes pendant la saison des pluies, notamment à Conakry, et représentent un véritable danger pour la santé publique. Elles favorisent la propagation de maladies liées à l'eau contaminée comme le choléra, la diarrhée, la typhoïde, mais aussi des infections respiratoires et le paludisme. Au-delà des conséquences sanitaires, elles provoquent également des pertes en vie humaine, des dégâts matériels importants et des déplacements forcés de population. Nos reporters Djiba Bari et Ansou Baïlo Baldé ont rencontré un spécialiste pour mieux comprendre les risques et les mesures à adopter. Suivez leur reportage. Les inondations en Guinée constituent un défi majeur en matière de santé publique et de protection des populations. Malgré la mise en place de mesures préventives, de réponse d'urgence et de relogement, certaines familles sinistrées se retrouvent contraintes de rester sur place dans des zones souvent non désinfectées. Ce qu'il faut savoir simplement qu'il y a une prolifération de toute façon de maladies liées à l'eau dans cette période, qui est beaucoup plus récurrent, notamment c'est le cas de diarrhée. Mais aussi il faut comprendre carrément que lorsqu'il y a une pluviométrie abondante, il y a ce qu'on appelle le drainage de l'eau qui est en train de se passer dans les habitations, qui fait que lorsque les habitations sont inondées, ça transporte les germes dans les familles, dans ces lieux inondés, qui fait que les germes vont être admis et lorsqu'ils ne sont pas correctement désinfectés, on se retrouve face à des contaminations qu'on ne peut pas contrôler. La prolifération des maladies liées à l'eau, tels que les cas de parasitose chez les enfants, chez les adultes, mais aussi les cas d'infection qui peuvent survenir dans ces moments-là. Mais comment désinfecter efficacement une zone touchée par les eaux et que faut-il faire pour limiter les risques de contamination? Dr Moussa Sissé répond. Ce qu'on peut faire, c'est de renforcer le cas d'antisepsie dans les ménages. Lorsqu'il y a l'eau quitte dans les ménages, il faut procéder à une désinfection correcte de ces habitations-là. Donc quand vous faites la désinfection, ça permet de mettre en sécurité les enfants qui sont dans ces milieux pour ne pas qu'ils contractent de toutes les façons les germes dont la pluie a drainé dans ces ménages. Quand vous sortez, vous êtes inondé, en rentrant, en principe, vous enlevez d'abord tout ce que vous avez enlevé dehors en termes de chaussures et autres pour que ça soit correct, propre, avant d'acheminer dans le salon, dans la maison. Sinon, vous ramassez tous les germes, vous venez vous rentrer dans votre salon, vos chambres, et vous mettez là-bas, et lorsque les enfants sont à côté, ça peut les infecter et puis contaminer en termes de pathologie. Les inondations causent des dommages considérables aux infrastructures, aux logements et aux voies de communication. En contaminant les sources d'eau potable, elles aggravent significativement les problèmes de santé publique. Dans un autre cadre, après plus de 9 mois de travaux, la mosquée de Yimbaya Permanence a été inaugurée ce vendredi à Conakry. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général des affaires religieuses. La maison de culte peut recevoir jusqu'à 500 personnes. Un reportage à Mamadou Tanouba.
C'est une mosquée flambant neuve qui a été inaugurée par le secrétaire général aux affaires religieuses. Le général Mamadi Doumbouya est le bon samaritain qui a financé la rénovation complète de cette maison de culte de Yimbaya Permanence. Désormais, les fidèles peuvent s'acquitter de leurs obligations religieuses dans de bonnes conditions. La mosquée est là pour nous éduquer. La mosquée est là pour améliorer nos relations avec Dieu, pour renforcer notre foi en Dieu et aussi améliorer nos relations de bon voisinage. La mosquée est là à contribuer aussi au socio-développement de notre cher pays. Parce que c'est une population religieuse, c'est une population paisible. C'est une population qui est attachée à l'esprit judieux de la paix, de l'unité nationale et l'esprit citoyen. La mosquée de Yimbaya Permanence peut accueillir désormais jusqu'à 500 fidèles. Tous ces compartiments ont fait peau neuve aujourd'hui. Siaka Silla est l'architecte qui a travaillé sur le projet. Je peux vous dire que c'est une mosquée qui pourrait abriter minimum 500 personnes. Quand on regarde toutes les places qu'il y a, que ce soit chez les hommes, et au niveau des terrasses et au niveau de la partie supérieure pour les femmes. Je lance vraiment un appel à toutes les populations de Yimbaya de prendre soin de ces bijoux. Tous les quartiers n'ont pas ce privilège. Sourba Souma est l'un des fils de Yimbaya Permanence qui connaît l'histoire de cette mosquée. Il a salué les efforts du président de la République. Grand merci au général Mamadi Doumbouya. C'est lui qui nous a aidés pour le financement de la reconstruction de cette mosquée. Nous avons été reçus à la présidence de la République. Tous les documents ont été faits et signés grâce aux instructions données par le général Mamadi Doumbouya. Nous lui disons merci. La reconstruction de la mosquée de Yimbaya Permanence a duré près d'1 an. La nouvelle infrastructure équipée de climatiseurs mettra les adorateurs dans de meilleures conditions. Et pour finir, les responsables et membres du soutien actif pour une Guinée émergente, général Mamadi Doumbouya, ont annoncé les couleurs du symposium stratégique Simandou 2040, un événement qui se tiendra en Suisse le 30 août 2025. C'est une initiative qui vise à promouvoir la vision du CNRD et de son président. Tous ceux qui désirent prendre part à ce rendez-vous de Genève sont priés de prendre contact avec les organisateurs. Reportage a signé Ansou Baïlo-Baldé. La motivation de ces initiateurs du mouvement SAZ-CMD est bien claire. Il s'agit pour eux de la main tendue par le général Mamadi Doumbouya à la diaspora guinéenne. Le soutien actif pour une Guinée émergente réunit en son sein des Guinéens vivant en Suisse pour soutenir les actions entreprises par le CNRD et de son président. C'est ainsi que les initiateurs ont décidé d'organiser un symposium à Genève pour sensibiliser sur le bien fondé du Simandou 2040. Alors, dans le cadre de cette consolidation des acquis de la transition en République de Guinée, le mouvement SAG soutien actif pour une Guinée émergente avec le général Mamadi Doumbouya a eu le plaisir d'annoncer la tenue du symposium stratégique Simandou 2040, suivi d'une soirée culturelle et fraternelle le 30 août 2025 à Lausanne, à Genève. Autour du thème central Simandou 2040, on a intégré une vision de développement durable pour la Guinée. Cet événement réunira les experts, membres de la diaspora, partenaires techniques et institutionnels pour une réflexion du haut niveau sur le potentiel du projet minier de Simandou en tant que moteur de transformation sociale, économique et environnementale. Au programme, vu l'importance, l'impact que cette activité a pour le développement de notre pays, on a voté pour 3 panels d'actions structurantes. Le rendez-vous de Genève le 30 août 2025 réunira des experts pour parler du Simandou 2040 à travers des panels, notamment la santé communautaire et gouvernance sanitaire, la réinsertion des jeunes et ex-migrants et l'entrepreneuriat agricole et l'agritech. Le consul de Suisse en Guinée, Abraham Kamara, a salué l'initiative de SAZ-CMD. Pourquoi je suis là?
parce que le symposium qui va être organisé en tant que Guinéen va nous donner de la visibilité sur la déclinaison sur le contenu local, à savoir tous les éléments qui ont été cités ici, la santé communautaire, l'insertion des jeunes et ex-migrants, et aussi la partie entrepreneuriat agricole. En tant que Guinéen, j'encourage cette démarche, Mme Berete et toute son équipe. Tous les citoyens guinéens qui aimeraient participer au symposium stratégique de Simandou 2040 en Suisse, le responsable de SAGCMD rassure de leur disponibilité à les accueillir au sein du mouvement. Des personnalités ont déjà promis leur participation à ce rendez-vous guinéen, selon Nanyuma Berete, coordinatrice de SAGCMD. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.